le peuple est sage. Vous n'avez pas d'exemple qu'il ait voté des sottises. Vous n'avez pas d'exemple qu'il ait voté des crimes. Pourquoi voudriez-vous qu'il le fasse à l'avenir, plus instruit qu'il est maintenant que jamais? Le peuple est bon, parce qu'il a en lui une sagesse qui parfois peut exaspérer par sa lenteur, mais il a en lui une sagesse, telle que le grand Jaurès disait « Il n'y a pas de question plus importante ni plus centrale pour un Français, un républicain et un socialiste que la question de la souveraineté politique du peuple. Toute la vie politique est rassemblée et ramenée à cette idée que le peuple, et lui seul, est souverain. Nous lui proposons de retrouver ses droits en certaines circonstances, de proposer pouvoir législatif, d'abroger pouvoir de suppression, de révoquer, fussent les élus, quels qu'ils soient, du conseiller municipal au président de la République, et enfin d'être constituant. Alors, oui, c'est vrai, madame, nous conspirons, si c'est comme ça que vous voulez appeler la chose. Nous sommes opposés aux institutions de la Ve République en faisant remarquer à nos amis qui en ont été les défenseurs, nos collègues, que cette Ve République que vous avez aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui fut fondée en 1958, ni par le peuple, ni par son contenu. C'est le moment et c'est l'heure de la Sixième République. Le peuple français ne se sortira pas de l'ornière dans laquelle il est sans avoir auparavant tout refondé, tout redessiné, tout redessiné. Soudain, il s'est avancé devant nous. Et parfois, nombre d'entre vous, qui en sont des passionnés, j'en suis certain, ne l'ont pas reconnu. C'est le peuple. C'est une vieille histoire que celle-là. Et ce moment de la vie de l'Assemblée nationale comptera dans cette histoire. Notre tour viendra. Le tour de ce qu'on appelle aujourd'hui les Gilets jaunes viendra. Et les référendums d'initiative citoyenne viendront. Ils sont inéluctables. Inéluctables. C'est un franchissement démocratique comme l'a été auparavant tout simplement le droit du peuple de voter, puis le droit des femmes de voter, le droit des juifs d'être citoyens, le droit des comédiens d'être citoyens et les autres grandes œuvres de la Grande Révolution de 1789. C'est une vieille histoire. Elle a commencé en 492 avant notre ère, lorsque, se retirant sur l'Aventin, le petit peuple de Rome, écrasé d'impôts, refusa de continuer à travailler, tant et si bien que, d'une revendication sociale, on passa à une revendication politique. Ils eurent le droit d'élire des tribuns du peuple dont la personne était sacrée, nul n'avait le droit de les interpeller, nul n'avait le droit de les perquisitionner, nul n'avait le droit de les embastiller, pour que leurs paroles restent définitivement libres. Elle se prolonge ensuite dans la Révolution de 89, lorsqu'on pose la question du veto. Y a-t-il quelque chose au-dessus de la volonté du peuple? La réponse à cette question sempiternelle, qui fait que tant d'entre vous, à intervalles réguliers, se sentent obligés de montrer du doigt, de suspecter la folie, la brutalité qui serait consubstantielle au peuple. Cette question a déjà été posée une fois. Le roi a-t-il un droit de veto par rapport à une loi décidée par le peuple? Le roi se lève, il demande que ceux qui sont pour le veto se mettent à sa droite, car ce sont les élus de Dieu et son pouvoir vient de Dieu, et que les autres, les mécréants, les damnés, les mauvais, se mettent à gauche, puisque leur direction préférée est l'enfer. Et à ce moment-là, les nôtres ont été majoritaires. Et depuis ce jour-là, nous affirmons conformément à la leçon de nos anciens, il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui du peuple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais à nos yeux.